Oui, vous avez raison. Il y a un côté phrase choc dans ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est-à-dire l'idée, c'était peut-être probable, enfin, je sais pas, je peux me faire son interprète, mais de réveiller les consciences, de nous piquer un peu avec quelque chose d'aussi grave que la possibilité de faire la guerre directement contre la Russie. Et cette phrase choc, elle a fait un flop énorme, en fait, en réalité. C'est comme un boomerang, ça s'est retourné contre l'envoyeur. Donc d'abord, je pense qu'il faut d'abord essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire par là, et puis voir si ça a fonctionné ou pas. Mais on va se percevoir que ça a vraiment raté. Moi, je pense qu'il y avait trois intentions. D'abord, sa première idée, c'était vraiment de faire peur à Vladimir Poutine. En tout cas, de laisser penser aux Russes que si les États-Unis n'étaient plus derrière, l'Europe, elle prendrait le relais. Et donc jouer aussi sur ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. Donc on pourrait, comme ça, se mettre à produire des armes en Europe et les livrer à l'Ukraine. Deuxième idée, je crois, c'est vraiment de saisir une sorte d'opportunité pour remplacer les États-Unis comme nation cadre, comme disent les militaires, de l'OTAN. C'est-à-dire que les États-Unis sont omnubilés par Gaza et préparent des affaires qui pourraient tourner vinaigre à Taïwan. Donc ils sont occupés à autre chose. Ils anticipent d'ailleurs la victoire de Trump. On n'est pas sûr qu'on aide l'Ukraine trop longtemps. C'est intéressant ce qui se passe aux États-Unis. On n'en parle pas beaucoup, mais dans le New York Times, il y a des révélations quand même choc. 12 bases de la CIA en Russie, c'est quand même un peu bizarre. Enfin, passons. Donc là, les États-Unis manifestement sont occupés ailleurs et en fait la France en profite pour essayer de prendre la tête, le leadership des Européens. Et enfin, la troisième idée d'Emmanuel Macron, c'est de dire, je pense, les sondages montrent que le RN est très très haut par rapport à Renaissance et les élections européennes s'approchent. Donc il faut essayer de faire dégonfler ce score. Donc on va, grosso modo, les traiter de traîtres, c'est-à-dire de troupes de Poutine. Voilà les idées. Bon, maintenant, le résultat, c'est... Moi, j'ai pas l'impression que Poutine ait vraiment pris peur, c'est moins qu'on puisse dire. Il a même pas daigné répondre. Il y a une vague porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe qui a dit qu'il s'agissait peut-être de refaire, vous savez, la division Charlemagne de sinistre mémoire, les troupes SS dans lesquelles étaient engagés, souvent d'ailleurs des Français malgré eux d'Alsace. Ensuite, donc vraiment traiter ça par le mépris, ça leur a pas fait peur. J'ai suivi hier Dimitri qui nous expliquait qu'il y avait 25 000 hommes combattants dans l'armée française. Il a raison, c'est-à-dire c'est à peu près 7 km du front, sur un front qui fait 1000 km. Donc évidemment, ça ne va pas inquiéter Poutine. Deuxièmement, ça a plutôt énervé les Européens. Et ça a plutôt isolé la France. Apparemment, les Européens ont l'air d'être un peu plus énervés d'ailleurs par la prétention du coq gaulois à monter sur ses ergots et à prendre la tête des Européens plutôt que par le retrait américain. En tout cas, le chancelier Scholz, l'air de ne pas y toucher, a totalement assassiné cette proposition d'Emmanuel Macron, puisqu'il a dit d'une simple phrase, il a dit envoyer des troupes au sol en Ukraine, c'est pas du tout ce qui était convenu entre alliés de l'OTAN. C'est-à-dire que là, tout est dit. En fait, pour les Allemands. Mais je ne sais pas combien de fois il faudra répéter à la classe dirigeante française qui est un peu Alzheimer, quand même, que les Allemands, non, ils ne feront jamais l'Europe indépendante. Jamais. Jamais. C'est les Américains qui les protègent. Voilà. Et demain, peut-être, si la Russie, s'ils se réconcilient avec la Russie, peut-être. Mais obéir aux Français, à mon avis, ça ne marchera jamais. Et troisièmement, l'effet drapeau attendu par Emmanuel Macron, ça n'a pas fonctionné non plus. Le discrédit du RN ou de l'opposition, puisqu'il y a aussi les Insoumis qui s'étaient manifestés, ça n'a pas l'air de bien fonctionner du tout. On a parlé de l'article 68, c'est vrai que c'est pas tout le monde ne veut déclencher cet article, mais enfin grosso modo, c'était pas un effet très sérieux. Ça n'a pas fait très sérieux. Et surtout, il y a une opposition massive, il y a 76% des Français qui apparemment ne veulent pas du tout que que des soldats français se retrouvent sur le terrain et qui ont maintenant peur de la guerre. Donc ça s'est retourné comme un boomerang. Alors, est-ce que la voix de la France est affaiblie, l'image de la France, est-ce qu'elle est affaiblie? On voit ça dans un instant, on marque une pause. Retour sur le plateau de Face à l'info. Dans un instant, on parlera avec vous, mon cher ami de Google Gemini, l'intelligence artificielle. Alors attention, elle est un peu raciste ou pas, cette intelligence artificielle? Il voit tout le monde en noir. Non mais c'est vrai, les rois de France sont noirs, tout le monde est noir. Certains aiment bien ça. Le ciel, parfois peut-être noir, c'est donc un orage qui nous attend.
Oh là là, on parlera de l'IVG dans la Constitution dans un instant et avec vous, mon cher Mathieu. Est-ce que c'est vous qui avez dérobé les documents les plans de, sécurisation de JO? Il faut les rendre. JO. Non mais c'est grave, on en parlera. Qu'est-ce que ça dit de la France? On en parlera. Et rendez-nous les informations. Mais il y a plus grave, c'est que j'ai induit les téléspectateurs en erreur. Dans le feu de l'action, j'ai parlé de 12 bases en Russie. Bien sûr, c'est 12 bases en Ukraine. Ouais, on avait compris. On avait compris. C'est pour savoir prenez un verre d'eau. Est-ce que, Guillaume Bigot, est-ce que la première fois que les déclarations du président Emmanuel Macron isolent la France, est-ce que vous estimez que ce genre de propos, on parlait de l'envoi des troupes en Ukraine, affaiblissent la France? Alors oui, c'est pas la première fois, c'est même une habitude. Et oui, je pense que ça affaiblit la France. En décrétant qu'on pouvait envoyer des troupes au sol, je pense qu'Emmanuel Macron, il fait du Emmanuel Macron, ça c'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'il ne prévient personne, il surprend, voire il essaye de choquer, et il assume un virage à 180 degrés, puisque je rappelle quand même que c'était dans tous les dirigeants occidentaux, celui qui voulait ne pas humilier la Russie. Voilà, donc c'est pas si surprenant que ça. Ce qui est surprenant peut-être, c'est que ça nous surprenne encore. Ce qui est surprenant, c'est qu'on fasse quasiment un peu attention encore à ses déclarations, alors qu'en fait, sa parole maintenant me semble vraiment peser le poids d'une plume, vu qu'il dit tout et le contraire de tout. Bon, mais sauf qu'il est président de la République et sauf que le sujet qu'il aborde là est quand même particulièrement anxiogène, c'est la guerre et la paix. Donc on est obligé de s'y pencher. Ensuite, c'est tellement vrai que dans certains pays, il y a des néologismes, il y a des mots qui ont été fabriqués pour rendre compte du fait que le président avait des formules souvent absolument chocs et creuses, qui étaient des formules qui ne voulaient pas dire grand-chose. D'abord, en Russie, on parle de macroner. Qu'est-ce que ça veut dire en Russie, macroner? Mais ça veut dire parler pour ne pas agir. Effectivement, là, vu qu'on n'a pas de force à envoyer sur le terrain, on risque pas d'agir. Deuxièmement, en Ukraine, il y a une petite nuance. C'est-à-dire, macroner, qu'est-ce que c'est en Ukraine? C'est parler pour décevoir. Donc on voit bien que même s'il n'y a pas d'effet dans les déclarations intempestives du président de la République, ça peut quand même avoir un effet. Non, mais ils ont créé les verbes macronés. Ah, absolument. Il y avait même la nuance entre l'ukrainien et le russe. Mais alors, les Chinois, eux, ils se sont dépassés. Ils ont fait preuve d'une grande créativité. Ils parlent de macaroner. Alors, macaroner, c'est une petite subtilité. Ça fait référence, bien sûr, au biscuit. Pourquoi macaroner? Parce que c'est parler de manière dure à l'extérieur, mais complètement molle à l'intérieur. En fait, c'est parler pour se rassurer, parler pour dire qu'on n'a pas les moyens d'agir, et parler en fait pour avouer sa faiblesse. Bon, ce que fait constamment, à mon avis, le président de la République. Donc effectivement, ce n'est pas sans effet. Oui, ça abîme la signature de la France. Oui, ça abîme la réputation de la France. Ces déclarations intempestives, je répète, elles ne sont pas efficaces, mais elles ne sont pas sans effet. Et cet effet, c'est nous nuire. Lorsque le président de la République, et vous en aviez parlé, je crois, hier, mais à juste titre, sur l'affaire de Gaza, du Hamas, dit on va envoyer une coalition internationale pour mater le Hamas. Bon, personne n'y fait attention, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, la France abîme sa parole. Lorsqu'il se déplace en Chine et qu'il dit la Chine a tout à fait les droits sur Taïwan, mais en même temps, il dit dans l'avion, oui, mais quand même, franchement, on comprend la volonté d'indépendance de Taïwan. Bon, il abîme la parole de la France. Lorsqu'il va en Russie pour faire comme s'il allait stopper la guerre avec ses petits bras, d'ailleurs les petits bras qui n'est pas assez long avec la table et on l'a fait attendre des heures et des heures, c'est pas raisonnable. Quand il va au Liban pour dire je vais faire le ménage et qu'il ne se passe rien, quand il va au Maghreb pour dire tenez, alors je vais maintenant couper les visas pour ensuite les réaugmenter, encore plus que ce qui était avant, d'ailleurs ça n'a vraiment aucun sens. Quand au Mali il s'emporte contre les putschistes et en même temps il se passe rien, il les laisse faire. Quand il s'invite de lui-même à la réunion des BRICS, voilà. Donc l'effet c'est pas sans effet. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ensuite, les anglo-saxons, par exemple, les Américains et les Britanniques n'ont pas hésité à nous faire un enfant dans le dos avec l'affaire des sous-marins. On voit bien que le Mali, un pays où on a perdu des hommes quand même pour sauver ce pays, le pays ensuite, il traite notre ambassadeur quasiment comme un espion et il l'éjecte. Donc on voit quand même que, je répète, ça abîme la réputation de la France, ça c'est sûr. Alors admettons qu'il y a peut-être un effet Emmanuel Macron, mais n'est-ce pas aussi un effet du déclin de la France sur la scène internationale qui a commencé avant Emmanuel Macron ?
Si, il y a quelque chose comme ça. Bien sûr que Emmanuel Macron n'est pas responsable de la perte d'influence de la France. Un pays, finalement, qui a une dette qui dépasse 110%, 111%, je crois maintenant. Un pays qui engrange des déficits commerciaux sur déficits commerciaux de manière quasiment structurelle. Un pays qui ne contrôle plus l'ensemble de son territoire quasiment. Un pays qui a même plus de frontières. Quelles frontières d'ailleurs? Où se trouve-t-elle? Prenons un exemple, notre relation avec l'Algérie, qui a plus d'influence sur qui? Je pose la question. Déjà poser la question, c'est quasiment y répondre. Donc oui, il faudrait déjà refaire nos forces pour retrouver une sorte d'indépendance déjà avant d'avoir une influence. Mais et ça a commencé effectivement bien avant Emmanuel Macron ce déclin. Ça c'est sûr et certain. Mais je pense que c'est pas seulement la perte de puissance, je dirais matérielle, ou la perte de puissance économique ou militaire. Prenons l'exemple de la Turquie. La Turquie n'a pas la puissance de la France, ni militaire, ni nucléaire, ni diplomatique, en rien. Et pourtant, la Turquie a aujourd'hui plus d'influence que la France, nettement plus d'influence que la France. La clé, c'est quand même pour avoir une voix, il faut avoir quelque chose à dire. Ça a l'air idiot, mais c'est quand même très important. Or, la France, ça fait quand même très longtemps maintenant, au moins depuis Sarkozy, qu'elle est complètement alignée sur les États-Unis. C'est le ventriloque de la Maison-Blanche, donc c'est totalement inaudible, si vous voulez. La France, ensuite, elle est complètement obsédée par l'Europe. Elle a non seulement mis tous ses œufs dans les mêmes paniers, c'est-à-dire le panier des États-Unis, qui est le même panier d'ailleurs que l'Europe via l'OTAN. Et évidemment, ça, c'est depuis Mitterrand au moins, qu'il y a cette espèce d'obsession continentale. Avec une contradiction énorme d'ailleurs au cœur de ce problème dont on ne parle pas, c'est que la France rêve tout le temps de faire de l'Europe une sorte de levier d'Archimède pour avoir une France en plus grand et avoir une Europe, c'est l'obsession d'Emmanuel Macron, l'autonomie stratégique, et simultanément, la réalité de l'Europe, c'est que l'Europe est inféodée aux États-Unis. Donc il y a quand même une contradiction, une erreur système là-dedans. Quiconque, je pense, prend un peu de recul sur l'histoire de France, se rend compte de deux choses qui sautent aux yeux. Première chose, la France n'est influente dans le monde que lorsqu'elle est mondiale, que lorsqu'elle est maritime, que lorsqu'elle a une stratégie tous azimuts. Quand la France est uniquement concentrée sur le continent européen, la France n'a plus aucune influence. Or, ça fait maintenant 50 ans, 60 ans qu'on nous bassine avec l'Europe, mais c'est un EHPAD l'Europe, donc il n'en sortira rien évidemment, sauf si on en sort. Et deuxièmement, à l'échelle de l'histoire, la France n'a pas toujours été une très grande puissance, mais elle a toujours compté dès lors qu'elle s'est mise à retrouver, je dirais, ce qui fait sa force, c'est-à-dire d'être systématiquement contre les hégémonies. Et là, c'est très intelligent parce qu'on est complètement collé en plus à l'hégémonie du passé. L'hégémonie qui est en train de s'écrouler, c'est-à-dire l'hégémonie des États-Unis. Mon idée, c'est pas qu'il faut passer l'hégémonie des États-Unis à soutenir l'hégémonie de la Russie, de la Chine, etc. Ça n'a pas de sens. Non, l'idée, si la France redevient la France, elle redevient mondiale, elle redevient maritime, elle cesse de ne voir son avenir que dans l'Europe, mais surtout, elle ne s'aligne plus. Et là, dans l'alignement, évidemment, on est carrément collé aux États-Unis. Il faudrait se décoller des États-Unis, se décoller de l'OTAN, comme le fait la Turquie, comme le fait l'Inde, comme le font d'autres pays. Et là, il pourrait y avoir, évidemment, une stratégie et une voie, et je pense même un boulevard pour la France, parce que le monde n'a pas envie ni de la domination américaine, à mon avis, ni de la domination chinoise qui se profile.